Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste dans le sud Gironde. Vous êtes ce qu'on appelle un médecin de campagne et vous avez accepté de discuter avec Burdiga la Presse au sujet de votre métier en cette période de confinement total face au coronavirus. Est-ce que vous pensez exercer une profession différente des médecins de ville et précisément en cette période? Alors je suis plutôt médecin, semi-rural que rural parce qu'on est dans une ville quand même, on n'est pas très loin d'un petit hôpital, de ce qu'on appelle un centre hospitalier régional. Donc je me considère pas comme étant rural. Mais effectivement notre activité est différente, des ruraux purs. On a une activité plus familiale, on est plus, je pense, près des patients et dans cette combinaison-là de Covid, 19, on est encore plus, au sein de leur vie de tous les jours où ils nous exposent un petit peu leurs difficultés médicales, mais aussi leurs difficultés, de vie de tous les jours et je pense que peut-être que les médecins de ville, c'est pas tout à fait pareil. Actuellement, arrivez-vous à suivre vos patients habituels ou est-ce qu'on va arrêter d'aller se soigner de peur de braver le confinement? Ouais, tout à fait, c'est une grosse difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on est très inquiet pour nos patients, chroniques, pour les patients, qui ont des problèmes aigus, pour lesquels ce serait des dépistages de maladies chroniques assez importantes ou les enfants, en vaccination, en cours de vaccination, mais tous ces patients, on les voit plus. Ils ont peur, ils viennent pas au cabinet et il y a une grosse crainte de l'après-covid parce que finalement, nous, à la campagne, on n'est pas très exposés au covid mais les complications de l'après-covid, on en a très peur parce que, et ben, ceux qui étaient un petit peu instables sur le plan, chronique, du diabète, des cancers ou des dépistages tout simplement, et beh, tout ça on le fait pas, on le fait plus parce que les patients ne viennent plus et quand on a à le faire, et bah, c'est très compliqué de trouver un spécialiste, de faire des examens complémentaires. Tout est quasiment à l'arrêt ou fermé et ça n et on est inquiet pour l'après, enfin pour le pendant, mais pour tous les retards et tous les risques de complications de ces pathologies-là, voire même des résurgences, de certaines maladies parce que les vaccinations des nourrissons, par exemple, bizarrement, ben, on les fait plus. Les parents ne nous les amènent plus. Oui. Alors, vous avez évoqué le dépistage et le soin. Je voulais vous demander s'il y avait des cas de patients porteurs du coronavirus dans votre patientèle. Oui, assez peu, hein, proportionnellement. Il y en a eu. Alors j'en ai eu très peu de testés. J'en ai eu, je crois de tête 2 de testés positifs. Un autre testé négatif, sachant qu'on teste très peu les patients, hein. On teste les patients qui travaillent, dans le milieu de santé, dans les EHPAD, ou qui sont hospitalisés, mais on teste très peu de patients et les autres, il y a eu des patients, très suspects cliniquement de Covid, il y en a un petit peu, oui, oui, tout à fait. Heu, comment soignez-vous le coronavirus? Alors le coronavirus, c'est un virus qui, à l'heure actuelle, ne se soigne pas, il n'y a pas de traitement. Donc on traite, les symptômes du coronavirus, donc surtout par le paracétamol, par voie orale pour faire baisser la fièvre, pour diminuer les maux de tête, diminuer, les myalgies, parfois un petit peu de sirop pour la toux, sur des sirops quand la toux est vraiment mal tolérée. Mais sinon, on ne traite pas le coronavirus, en ville, on n'a pas de traitement. Mais alors, on meurt du coronavirus? Bah non, heureusement, Ah bon? on meurt pas du coronavirus, bah non. Sur les patients, porteurs et atteints de coronavirus, il y a entre 1 et 1,4 de décès, des porteurs, hein, pas de la population générale, des porteurs. Donc il y en a quand même aux alentours de 98,5, 99 qui guérissent. Donc non, non, on ne meurt pas du coronavirus. Après, il y a des patients qui se compliquent et qui font des complications pulmonaires avec une destruction du parenchyme pulmonaire qui font qu'ils peuvent plus respirer correctement. Donc on les met sous respirateur artificiel, c'est ceux qu'il y a en réanimation. Mais eux, on les aide à passer le cap
mais il n'y a pas vraiment de traitement à proprement parler. Mais heureusement, non, on ne meurt pas du coronavirus et la plupart des patients qui auront eu le coronavirus ne meurent pas. D'accord. Bon, je trouve, vos propos très rassurants et j'aimerais Oui, alors attention, il faut les temporiser ces propos parce que la crainte, c'est que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc si on ne met pas, toutes les mesures, pour éviter que le virus se propage, si on se dit que, 60 de la population française attrape le coronavirus et 1 de cette population-là en meurt, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc voilà, 1 c'est pas beaucoup, mais si beaucoup de patients sont atteints, ou beaucoup de la population française est atteinte et c'est les craintes qu'a l'État surtout et bah, là ça peut être, le 1 peut se transformer en beaucoup de personnes. quelles sont les mesures pour éviter la contagion? Il faut éviter de se rencontrer les uns les autres. Il faut absolument éviter le contact humain, même avec sa famille proche, même avec les grands-parents, les cousins, tout ça. Il ne faut pas les rencontrer. Il faut rester vraiment confiné chez soi. Quand on a quelqu'un d'atteint à la maison, il faut aussi garder ses distances, utiliser des WC différents, parce qu'il y a aussi une contamination orofécale, hein. Il n'y a pas qu'une contamination par les postillons. Donc il faut bien faire attention, à laver les toilettes comme quand on a une gastroentérite et puis après il faut se laver les mains. Quand on va à l'extérieur acheter son pain ou quoi que ce soit, on se lave les mains avant de partir, on se lave les mains en revenant, on porte un masque en extérieur. Oui, si vous avez des masques, il faut porter les masques dès qu'on sort de chez soi, mais sortir le moins possible. Ce que je viens de dire. Mais donc vous, en tant que médecin généraliste, vous avez un masque lorsque vous sortez, lorsque vous allez, visiter vos patients? Alors j'ai un masque, tout le temps au cabinet. De la première à la dernière consultation, même si les patients Covid-19, nous, sur notre secteur, on a la chance de ne pas les recevoir au cabinet, mais qu'ils soient vus dans une structure à part. Mais même dans ces cas-là, j'évite au maximum d'aller, en visite, chez les patients, parce que si un patient est atteint, tout son environnement risque d'être atteint et moi, je risque de le ramener sur mes vêtements, sur mes habits, sur quoi que ce soit. Donc, les visites sont vraiment, limitées au maximum et quand je sors, faire mes courses, oui, je mets un masque. Je me lave les mains, en sortant du magasin, enfin je passe un gel hydroalcoolique en sortant du magasin. Quand je rentre à la maison, une fois que j'ai vidé toutes mes courses, je me lave les mains. Ouais, ouais. Et est-ce que vous lavez vos vêtements aussi? Depuis qu'on a la structure Covid, ça nous permet de voir moins de patients à risque, mais quand je rentre chez moi, je me lave les mains, je me déshabille, je me change totalement, ouais et je passe les habits à 60. Mais parce que j'ai un métier, où potentiellement, c'est à risque. Je veille à ne pas l'attraper moi-même et être peu symptomatique et à le répandre, à ne pas le ramener chez mes proches à la maison quand même. Il faut s'imaginer, faire des gestes comme si on était porteur dans la vie de tous les jours et si on se dit qu'on est porteur, on fait encore plus attention à tout ce qu'on fait. Faut pas devenir paranoïaque, mais si on s'estime comme si on était porteur, on va faire attention un petit peu à tout. On va être beaucoup plus propre. On va apporter un masque dès qu'on voit des personnes extérieures ou dès qu'on est obligé absolument de sortir. Ouais. On voit beaucoup, en ce moment, aux informations qu'on n'intuberait plus les patients âgés de plus de 80 ans porteurs du coronavirus. Qu'en pensez-vous? Vous, en tant que médecin? Moi, je ne suis pas en centre de réanimation. Je n'en pense pas grand-chose. Mais effectivement, s'ils n'ont plus de respirateurs dans certains centres et qu'ils ne peuvent pas déplacer leurs patients dans des centres qui ont des respirateurs, ils sont malheureusement obligés de faire un choix et je suppose que leur choix doit être, assez cornélien et quand ils prennent la décision de ne pas intuber une personne, c'est probablement une personne qui avait peut-être une espérance de vie basse, une autre pathologie, un cancer, une maladie d'Alzheimer, j'en sais rien. Mais voilà, la décision doit être vraiment réfléchie. Je suis pas sûre que, l'âge, il faudrait leur demander à eux, hein, aux réanimateurs, mais je suis pas sûre que l'âge soit, un facteur de choix, mais plutôt ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire
le nombre de mois restant à vie potentiellement. C'est-à-dire que, ben oui, si vous êtes une personne, âgée, dans un lit, dans une EHPAD, avec un Alzheimer très évolué, peut-être qu'on va faire le choix de ne pas vous intuber et plutôt d'intuber une personne, de 80 ans qui fait encore son jardin à la maison et qui s'occupe de ses petits-enfants. C'est des choix qui sont difficiles à faire, mais qui sont parfois nécessaires. Je voudrais évoquer avec vous la polémique autour du professeur Raoult et de la fameuse chloroquine. Je voulais avoir votre point de vue à vous en tant que médecin généraliste de semi-ruralité en Sud-Gironde. Quel regard jetez-vous sur cette polémique aujourd'hui? Je ne sais pas si la réponse que je peux vous faire est une réponse, professionnelle ou, intime. Les, médecins qui lancent des alertes comme ça, via les médias, c'est des bombes à retardement parce que les patients croient qu'on a trouvé, un traitement, croient qu'il y a quelque chose de révolutionnaire qu'on leur cache. Donc après, ils vont parler de, que l'État leur cache des choses, que l'État ne veut pas, payer les médicaments, que l'État mais non, c'est juste que l'étude n'a pas été faite correctement. Donc on ne peut pas la chloroquine, c'est un médicament avec beaucoup d'effets secondaires, qu'on met dans certaines pathologies. Avant de le mettre en place, on fait des bilans pré-thérapeutiques, on suit les patients de près. Donc c'est pas du tout, des bonbons tic tac, hein. Donc il faut faire très attention. D'ailleurs, il y a des patients qui se sont retrouvés en réanimation en ayant pris de la chloroquine, d'eux-mêmes, donc alors qu'ils n'avaient pas du tout le Covid-19. Donc c'est ce genre de déclaration, c'est improductif, c'est une bombe. Voilà. Donc en fait, si on veut résumer, le coronavirus, le meilleur moyen d'en réchapper, c'est de ne pas l'attraper. Si jamais on est malade, on peut se soigner et on n'en meurt que si on a déjà un taux de morbidité certain. Ah non, Non. non. Le coronavirus, on peut l'éviter effectivement, surtout par des mesures de confinement. On peut en guérir, oui, mais il n'y a pas de traitement, donc on ne peut pas le soigner. On peut en guérir, par sa propre immunité et après, je sais plus sur quoi je voulais rebondir. Vous m'avez dit? Je vous disais après, on en meurt. Heu, oui, on peut en mourir, mais c'est ce qu'on a montré là dans les études, c'est que la plupart des gens qui en meurent ont des facteurs de comorbidité à côté, donc soit un cancer, soit du diabète, soit l'âge, mais il y a aussi des personnes jeunes qui en sont mortes. Donc il n'y a pas que les personnes avec facteurs de comorbidité qui en meurent, même D'accord. si le taux de mortalité reste très faible. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire le coronavirus, c'est rien. Non, c'est une pathologie importante, avec un fort taux de contamination, qui attaque, très vite, très fort, avec, un taux de mortalité, heu, qui est de 1 à 1,5 donc sur une population générale, ça fait beaucoup. Mais tout le monde attend le vaccin et je suis étonnée qu'en France, on a des maladies pour lesquelles il y a des vaccins et en France, il y a plutôt un frein à faire les vaccins. Donc ça m'étonne toujours un peu quand j'entends les gens: «Mais est-ce que les labos, travaillent à fabriquer un vaccin?» Oui, bien sûr, ils vont y travailler, mais est-ce que vous allez le faire finalement ce vaccin? Voilà, ça m'interroge un peu. Quand je vois qu'il y a encore des enfants ou des gens en France qui meurent de rougeole, voilà, ça m'interroge. Globalement, jugez-vous que l'action du gouvernement a été satisfaisante? Je pense qu'ils ont une place pas facile. Je pense qu'ils n'ont pas été assez sévères sur le confinement dès le départ, que quand ils ont annoncé que les écoles étaient fermées, ils auraient dû annoncer un confinement assez, drastique de suite. Concernant les masques, bah, je pense qu'ils n'en avaient pas, donc ils n'ont pas pu en délivrer assez. Personnellement, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé n'a pas su nous aider pour, la création d'une structure covid. Ils étaient, complètement dépassés, donc ils n'ont pas du tout su nous aider, dans cette difficulté-là. Après l'État,
je pense, étaient dépassés, par les informations qu'ils avaient de Chine et ils s'attendaient pas à ce que ça arrive aussi vite, aussi fort. Qu'est-ce que cette structure Covid dont vous avez parlé 2 fois? Oui. Alors c'est une, structure, créée et gérée par des médecins généralistes de notre secteur, sur, le bénévolat et l'aide d'entreprises locales, hein, qui nous ont aidés à financer la structure. C'est pas du tout l'État qui nous a aidés, enfin, l'État via la mairie nous a donné, le local, mais après c'est beaucoup de partenaires, des entreprises locales, des choses comme ça qui nous ont aidés et ça nous permet quand, on a des patients suspects de Covid, qu'on veut qu'ils soient absolument, auscultés, examinés, qu'on ne peut pas gérer en téléconsultation. Ça nous permet de les voir dans une structure propre, propre pour le patient, propre pour nous. On a des tenues complètes avec masque, sur blouse, sur tenue, sur chaussures. Donc les patients, dits sains qui viennent au cabinet ne rencontrent pas ces patients, suspects Covid. Vous m'avez parlé de, téléconsultation et effectivement, on s'aperçoit que le, coronavirus permet à énormément de travailleurs de travailler depuis chez eux avec ce qu'on appelle le télétravail et alors je me demandais si, on peut être médecin généraliste, être un bon médecin généraliste grâce à la téléconsultation. Est-ce que cette crise fait évoluer, votre métier? Clairement, la téléconsultation, permet pour nous de faire des actes à distance, de rassurer certains patients qui ne voudraient ou pourraient pas venir et nous, ça nous permet de les mettre à distance. Donc de gérer certains renouvellements, certaines consultations, mais on ne peut pas examiner un patient, on ne peut pas examiner un ventre, on ne peut pas ausculter des poumons, on peut pas tout faire et on le fait depuis, notre cabinet de toute façon parce qu'on a besoin de notre logiciel, médical travail. Alors peut-être que certains le font depuis chez eux, je ne sais pas. Moi, c'est pas le cas. J'ai mon logiciel travail, mon lecteur de carte vitale, ma carte de professionnel de santé, tout ça sur le lieu de mon travail. Donc les téléconsultations, je les gère, depuis le site. Donc ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est qu'effectivement, je n'ai pas que des consultations présentielles, j'ai quelques consultations, en téléconsultation par jour. Vous souhaitez, un retour à la normale ou vous pensez ensuite, conserver, la téléconsultation? Non, moi je suis un humain, de semi-ruralité, j'aime le contact. Je trouve que c'est pas du tout pareil. On n'a pas, alors du part de l'examen clinique qui n'est pas, satisfaisant, mais aussi la relation humaine, elle est pas c'est pas la même. C'est pas satisfaisant, on n'a pas le regard du patient, on n'a pas il y a beaucoup de choses à côté, desquelles on passe. Donc peut-être que pour certains types de renouvellement, ça peut être utile ou, certains suivis, on peut s'y mettre, mais ce ne sera pas du tout une pratique, courante et commune que je ferai au cabinet. Non, ça me satisfait pas. J'aimerais savoir si, vous aujourd'hui, médecin de semi-ruralité, si vous avez l'impression de faire le métier pour lequel vous avez entamé des études? Oui, Vous êtes oui, heureuse? oui, oui, très, très. Mon métier me permet, à la fois, d'avoir une activité professionnelle qui me plaît, qui me satisfait, que j'arrive à gérer, alors ça oblige des fois à être un peu désagréable avec les patients, qui ne rentrent pas dans les clous, il faut un peu les éduquer, mais ça permet tout à fait d'avoir une vie de famille, heu, relativement confortable, peut-être par rapport à ce qu'était la vie de médecin de famille en ruralité il y a 20 ans et d'avoir une activité professionnelle, pleinement satisfaisante, très riche. Et alors, vous encourageriez des étudiants, de médecine à venir s'installer à la campagne? Ah complètement. Moi, je suis personnellement maître de stage hospitalier, donc je reçois des internes au cabinet et des internes en soit en début de cursus, soit en fin de cursus. Actuellement, c'est en fin de cursus, un stage ambulatoire et oui, oui, j'ai un discours très très positif sur notre métier, sur, ce qu'il nous apporte, sur la richesse
et dans médecin libéral, en fait, on est plus libre presque que dans nos horaires, dans pas grand-chose, on est libre, mais on est libre là-dedans et ça nous permet d'avoir un peu l'activité qu'on veut. Si on veut faire, 25 actes par jour, on en fait 25 et si on veut faire 40, on en fait 40. Alors il y a peut-être des régions beaucoup plus sous tension que la nôtre, hein, où ils n'ont pas le choix. Mais nous actuellement, voilà, hein, on a ce choix-là et avec des patients, extrêmement agréables. Enfin, à la campagne, les patients sont adorables. Ils sont très gentils, très respectueux, c'est un plaisir. Bon, bah, écoutez, je vous remercie, pour, cette note, positive et agréable, qui termine notre conversation et je vais juste vous laisser, le mot de la fin avant de vous dire au revoir. Et cette période, est un peu une période paranoïaque, à la fois pour les, patients et pour nous. Il va falloir qu'on arrive, nous aussi, à sortir de cette période un peu paranoïaque pour, recentrer notre travail et notre relation sur un travail plus global d'accompagnement des patients, de dépistage, de prévention, chose qu'on a totalement laissé tomber, là, à l'heure actuelle et j'aimerais que les patients, arrivent à avoir un peu moins peur du corona, bien sûr en prenant des précautions, hein, le masque, le lavage de mains, ça évidemment, mais s'ils ont des signes cliniques, des choses inquiétantes, il ne faut pas hésiter à venir chez le médecin. Le médecin est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur.